à la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Aurélie Philippe Petit, bonjour, bienvenue, c'est la fête de la musique, nous sommes ravis de vous accueillir. Est-ce qu'il y a une jouissance du ministère de la Culture quand on est au départ romancière et députée bien sûr, et membre du Parlement, mais est-ce que c'est un grand plaisir, un grand honneur, une responsabilité? C'est un grand plaisir. Et c'est un grand honneur aussi parce que je crois que la culture, les Français y sont tous très attachés. Et le ministère de la Culture, c'est le symbole d'une certaine vision de la politique qui est, je crois, assez spécifique à la France, où on se dit que finalement notre passé, notre histoire, notre patrimoine et notre tissu sur l'ensemble du territoire de création, eh bien, ça fait partie des forces de notre pays. Et ça fait aussi partie de cette réappropriation par l'ensemble des citoyens de leur propre histoire. Alors avec Mickaël, on a des tas de questions à vous poser. On va commencer par l'actualité de la journée, qui est évidemment cette fête de la musique. Vous savez que le grand public a souvent l'impression que finalement il y a eu de très nombreux ministres depuis maintenant des années, mais au fond depuis Jack Lang, du point de vue de ce qui se passe dans la rue, de ce qui est populaire, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose, qu'il y a eu Hadopi qui posait un problème pour les auteurs, mais que le reste, c'est plutôt, d'ailleurs c'est ce que dit Luc Ferry, de la distribution de subventions à longueur d'année. Donc est-ce que vous avez, vous, des projets nouveaux, j'allais dire, dans vos tiroirs, qui permettraient de rénover ce ministère et sa pratique? Je crois que le grand objectif du président de la République, de François Hollande, en matière culturelle, parce qu'il y est très attaché, c'est vraiment de donner à tous les enfants de la maternelle jusqu'aux étudiants à l'université l'accès et le goût des pratiques culturelles. Ça veut dire de la pratique artistique, ça veut dire des rencontres avec des artistes, ça veut dire de la fréquentation de lieux culturels, et aussi ça veut dire une certaine, là aussi, réappropriation du patrimoine, connaissance de notre histoire et amour de notre langue. Et tout cela, je crois que c'est au cœur de ce que l'on doit aux jeunes citoyens que l'on veut former. Ça, c'est plutôt l'éducation nationale. Non, c'est l'éducation artistique et culturelle qui est en fait une sorte de politique interministérielle. C'est l'éducation nationale, c'est l'enseignement supérieur à la recherche, c'est la jeunesse et les sports qui s'occupent d'éducation populaire, et c'est évidemment le ministère de la Culture avec tout son réseau de professionnels formidables. Mais je vous rappelle aussi, Guillaume Durand, que le ministère de la Culture, c'est aussi le ministère de la Communication. Et qu'il y a, donc, à travers l'audiovisuel, à travers la télévision, la radio et maintenant le numérique, bien sûr, on a des outils formidables pour faire diffuser la culture et l'art au plus grand nombre. Ça ne doit pas s'arrêter à l'université quand même, tout le monde y a le droit. Et si on va un petit peu plus au cœur du sujet, Guillaume Durand parlait à l'instant de la loi Hadopi. Oui. Est-ce qu'on l'abandonne ? Ou François Hollande qui semblait un petit peu plus mitigé sur ce dossier, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ce qu'on fait, c'est qu'on organise enfin cette concertation démocratique avec tous les acteurs, avec les associations aussi, qui va permettre de trouver les solutions qui sont aujourd'hui adaptés à la situation, parce que les comportements ont évolué. Il y a aujourd'hui la multiplication de sites qui permettent de manière légale et par abonnement d'avoir accès à la musique, à des films, à des séries. Et aujourd'hui, on voit que le marché de la musique enregistrée, qui s'était effondré dans le marché physique, commence à remonter à travers les ventes en ligne. Donc il faut avoir une solution qui corresponde vraiment à la situation actuelle. Et c'est pour ça que cette mission, qui est pilotée par le ministère de la Culture et qui est conduite par Pierre Lescure, eh bien, elle va prendre quelques mois pour élaborer des pistes. Déjà, on se dirige vers quel il y a pas de piste, le travail commence, mais en tout cas, le chemin, c'est évidemment de permettre le développement des offres légales. Je crois que c'est ça la clé, en fait, c'est pour utiliser l'outil numérique vraiment au service de la culture et de la création et de la démocratisation aussi de l'accès à la culture. Donc, développement de l'offre légale. Et puis, évidemment, lutte contre la contrefaçon commerciale. Et enfin, la recherche de nouvelles sources de financement chez ceux qui, aujourd'hui, font des bénéfices, en fait, sur le dos de la culture. C'est-à-dire, non seulement les fournisseurs d'accès à Internet, qui sont déjà mis à contribution, mais aussi les fabricants de matériel, les plateformes en ligne, etc. Excusez-moi de faire un tout petit mot. Mickaël Zabès. C'est aujourd'hui un jour de remaniement. Vous parliez tout à l'heure que vous aviez la communication et la culture. Est-ce vrai que vous seriez
flanqué d'un nouveau ministre à vos côtés, ou en tout cas d'un secrétaire d'État. C'est une rumeur, est-ce que vous pouvez la confirmer? Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs et le seul qui confirmera ou infirmera d'ailleurs ces rumeurs, c'est le secrétaire général de l'Élysée lorsqu'il annoncera la composition du gouvernement. Moi, je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, c'est vraiment le président de la République et le Premier ministre qui choisissent le gouvernement. On ne va pas commencer à faire, nous, notre propre gouvernement. Est-ce que vous avez entendu parler, Aurélie Filippetti, tout à l'heure on va parler du mécénat, de la fête de la musique et de beaucoup d'autres sujets, puisqu'à la une du Figaro ce matin, on voit, je le montre pour nos amis de Public Sénat, la baisse des dépenses de l'État, le plan secret du gouvernement qui tiendrait ou qui toucherait des ministères. Alors, on attribue ce plan aux équipes de héros. Il a été démenti par François Hollande. Est-ce qu'au ministère de la Culture, vous en avez entendu parler? Non, on n'a pas entendu parler d'un quelconque plan. En tout cas, il n'y a pas de plan secret. Ce que François Hollande a défini comme ligne, on la connaît, c'est effectivement une gestion rigoureuse des finances publiques pour parvenir à réduire notre déficit abyssal qui a été creusé par le gouvernement sortant. Et donc, tous les ministères, sauf les 3 prioritaires, doivent faire des efforts. Et d'ailleurs, tout le monde en a conscience dans le monde de la culture aussi. Et moi, je suis attachée à la justice fiscale et aussi à une bonne gestion de nos finances. Mais il y a des dans le domaine de la culture, et je le rappelle souvent, on crée beaucoup plus de richesses que ce que l'on coûte en fait au pays. Parce que la France est le premier pays touristique au monde, et ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous savons entretenir notre patrimoine, le rendre attractif, ouvrir largement nos monuments historiques, nos musées, aussi parce que nous avons des festivals qui sont très dynamiques et partout sur le territoire, ça se fait avec les collectivités locales et ce sont là aussi des lieux d'attractivité pour le pays. Quand je lisais hier que la France était beaucoup moins attractive d'un point de vue économique, en tout cas, elle demeure et elle reste le premier pays attractif en matière culturelle. Tout à l'heure, parce qu'on parle de la fête de la musique, le fait que des ministres aillent sur les festivals, Aix, Orange, que le ministre, donc vous, aille au festival de Cannes, s'intéresse à la rentrée littéraire, soutienne le livre, soutienne au fond tous les milieux qui sont liés à la pratique artistique. On a l'impression que beaucoup de ministres l'ont fait ou ont voulu le faire. La question que je posais au début, c'est quel est le grand œuvre, au fond, ou la grande œuvre que vous aimeriez, vous, mettre sur pied, la grande ambition que vous aimeriez avoir, qui n'est pas simplement de distribuer des subventions ou de soutenir tous les milieux. Il faut soutenir les milieux, mais évidemment, surtout, moi, ce que je veux faire, c'est contribuer une idée, mais il y en a beaucoup des idées. Mais justement, quand il y en a trop, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. C'est ce qu'on a reproché à beaucoup de ministres depuis Jacques Lang. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de permettre l'accès le plus large possible à la culture et aux pratiques artistiques. Et aujourd'hui, on a un très bon réseau d'établissements dans toutes les régions, mais on voit qu'on se heurte quand même à une forme de barrière psychologique souvent ou sociale qui réfrène encore l'accès de certaines catégories sociales à certaines pratiques, sauf quand il y a des politiques dynamiques qui en fait vont chercher ces publics, sont très volontaristes. Le Centre Pompidou qui va à Metz, par exemple. Par exemple, il y a des mécanismes comme les petits médiateurs où on va aller chercher des enfants qui sont en décrochage scolaire et en fait, ils deviennent eux-mêmes guides de musées pour le reste de leur classe ou pour leur famille. Il y a aussi la valorisation des pratiques amateurs. Je crois que c'est très important. C'est ce qui se fait notamment autour de Maubeuge avec Didier Fusilier, où on valorise les harmonies et les fanfares, qui sont une tradition très importante dans le nord et dans l'est de la France. Il y a aussi les pratiques artistiques dans les CAT, enfin les centres qui accueillent des travailleurs handicapés et pour lesquels effectivement on se rend compte que lorsque on les met en contact avec des pratiques artistiques, des artistes, eh bien ça contribue à leur mais vous ne meilleur répondez toujours pas à la question. Mais quand on a créé par exemple Monumental, la Force de l'Art, la Fête de la Musique, on a fait des choses qui avaient un côté, pardonnez-moi, mais c'est pas du tout négatif, un peu grandiose. On fait venir des grands artistes du monde entier qui s'emparent du Grand Palais. Est-ce qu'il y a des projets de ce domaine-là? Et tout à l'heure, pour poursuivre la question
que vous aviez vous-même suggéré. C'est vrai que la télévision est une corde de rappel considérable pour des gens qui n'ont pas fait ou qui n'ont pas accès à ça. On se souvient que le président de la République précédent, Nicolas Sarkozy, avait dit on va modifier les nominations pour changer culturellement le service public. Visiblement, dans le domaine de la culture, il n'a pas vraiment changé, c'est plutôt la marche arrière toute. Donc, qu'est-ce qui va se passer aussi dans ce domaine-là? Dans le domaine de l'audiovisuel, je pense que c'est pas seulement les chaînes publiques qui sont concernées. Il ne faut pas qu'il y ait en fait une obligation qui pèserait uniquement sur les chaînes publiques et qui ne pèserait pas sur les chaînes privées. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du paysage audiovisuel qui doit avoir une... ils s'en sont affranchis parce qu'ils ne respectent pas les cahiers des charges. Vous avez des tas de chaînes musicales surtout parce qu'on ne leur a fait pas donné on a donné les chaînes des gens, on leur a donné des réseaux pour faire des chaînes musicales, ce sont devenus des chaînes de télé-réalité. On ne fait pas respecter les cahiers des charges qui sont théoriquement imposés aux chaînes. Et maintenant, il y a aussi des nouvelles chaînes qui arrivent, qui elles n'ont quasiment aucune obligation de financement de la création. On sait qu'il y a de nouveaux acteurs, il y a les acteurs de la TNT, il va y avoir la télévision collectée. Donc là, on a un défi économique qui est de retrouver un nouveau modèle pour contribuer à financer la création à travers ceux qui en fait vont diffuser ensuite sur leurs canaux des œuvres. Mais j'ajouterais aussi qu'il y a quand même un aspect qui me semble une révolution aujourd'hui. C'est la révolution numérique, on en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas la voir seulement comme une menace qui pèse sur la création. C'est un formidable outil, c'est un outil de démocratisation, mais c'est aussi un outil dans la création, dans le processus de création lui-même. Et moi, j'aimerais qu'il y ait effectivement aujourd'hui en France, que la France soit à l'avant-garde en fait des pratiques créatives à travers le numérique. Michael, vous parliez du service public, de la télévision. Qu'est-ce qu'on fait pour France Télévisions et pour son président qui est à sa tête? Quel va être un petit peu également ce processus? Il y aura une réforme de mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Et cette réforme, François Hollande l'avait annoncée pendant sa campagne. Elle permettra de créer une nouvelle autorité de l'audiovisuel pour remplacer le CSA. Donc on aurait une sorte de nouveau CSA dont les membres seraient nommés eux aussi de manière plus démocratique à travers les commissions parlementaires, par exemple, chargées des affaires culturelles. Et c'est cette nouvelle instance qui nommerait les présidents de l'audiovisuel public selon une procédure qui reste à définir, mais dont l'objectif est vraiment de garantir la transparence et surtout l'indépendance qui est indispensable. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis des présidents actuels, c'est le fait que dans le mode de nomination, l'indépendance doit être inscrite. La question du mécénat, ça vous avait fait très couler... important. Oui, c'est vrai parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. On a cru que vous alliez supprimer le mécénat. Or, les grandes expositions, Picasso et ses maîtres, etc., sont des expositions qui ont été entièrement montées grâce aux fonds privés. Il y a d'ailleurs beaucoup de conservateurs qui n'aiment pas tellement cette irruption des fonds privés dans les grandes expositions. Quelle est exactement votre position ce matin ? Ma position, elle n'a pas varié. Je considère que le mécénat est indispensable au financement aujourd'hui de la création et que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une forme de citoyenneté culturelle. Pourquoi on a cru le pour les contraire, salariés. Que vous y étiez hostile? Non, moi, c'est Bercy qui est contre. C'est pas moi, il y a eu des rumeurs venues de Bercy. Et effectivement, on sait que chaque année, Bercy, il y a une sorte de marronnier fiscal, et comme ils cherchent des économies un petit peu partout, eh bien, ils tentent de grappiller un peu d'argent, y compris sur le mécénat. Et moi, je m'y oppose, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que je pense que ce serait d'abord une atteinte à un mécanisme qui fonctionne, même s'il doit être amélioré. Je pense par exemple à une charte éthique sur le mécénat, par sa diffusion aussi au réseau des petites et moyennes entreprises, parce qu'aujourd'hui le mécanisme des seuils ne leur est pas favorable. Quand on limite à 0,5% du chiffre d'affaires, ça défavorise les petites entreprises. Donc, et surtout, ce serait pas une bonne économie pour l'État en plus, parce que ce que l'on pourrait économiser en quelque sorte en dépenses fiscales, eh bien, il faudrait le compenser par des dépenses budgétaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui serait perdu, l'argent qui serait perdu venant du secteur privé devrait être compensé pour entretenir nos musées par des subventions d'État. Sinon, on fermerait les musées. Œuvres d'art dans l'ISF. C'est vraiment